Bonjour à tous, bienvenue dans les interviews Histoire de Timeline. Je suis très honoré aujourd'hui de recevoir en studio Raphaël Dargent, historien et auteur, pour son dernier livre, Philippe Égalité, le prince de la Révolution chez Talandier. Bonjour Raphaël. Bonjour, merci de votre accueil. Je suis vraiment ravi parce que vous avez vraiment écrit là une biographie que je trouve fascinante, parce que ça fait du bien, on en parle assez peu de ce personnage, on va voir. En même temps, c'est très nuancé, on n'est pas dans la caricature, on va y revenir. On peut parler d'un aristocrate, je pense, controversé, qui a navigué quand même entre privilèges monarchiques et puis la ferveur révolutionnaire. Vous mettez, je trouve, un homme... On va parler d'un homme, un grand personnage quand même. Vous le mettez en lumière et souvent il est réduit à son rôle de régicide. Pourquoi avoir choisi déjà ce personnage ? Dites-moi un peu. Alors, pour plusieurs raisons. En fait, c'est pas ma première biographie. Et c'est vrai que précédemment, j'avais écrit sur Marie-Amélie. Marie-Amélie, c'est effectivement sa belle-fille, en fait. Puisque Marie-Amélie est l'épouse de Louis-Philippe d'Orléans, roi des Français, et qui est donc le fils de Philippe Égalité. Donc en réalité, une fois après avoir écrit Marie-Amélie, je me suis intéressé un peu naturellement à Philippe Égalité. Et puis ensuite, parce que la période révolutionnaire me plaît beaucoup. Ouais, je comprends. Elle me plaît beaucoup. Et puis j'aime bien les personnages, entre guillemets, controversés et qui... sont confrontés à une période politique compliquée, difficile. Et là, pour le moins, c'est une période compliquée, cette période révolutionnaire. Pour le coup, controversé, il l'est. Ce surnom, le régicide, il lui colle à la peau. Pourquoi, à votre avis, il lui colle comme ça ? Il lui colle surtout à la peau parce qu'il a voté la mort de son cousin, Louis XVI. D'où le régicide, ça voilà, c'est clair, ouais, tout à sûr. fait. Et puis surtout parce que l'explication qui en est donnée ensuite, notamment par les courants légitimistes, c'est une explication qui a tendance à vouloir faire porter quasi exclusivement la responsabilité de la mort de Louis XVI sur les épaules de Louis-Philippe Joseph d'Orléans, le duc d'Orléans. Et en fait, on ne peut comprendre cette image de régicide qu'à partir du moment où on considère la rivalité, la tension très forte entre les partisans de la branche aînée, les Bourbons, et les partisans de la branche cadette des Bourbons, qui sont les Orléans. Bien sûr. Voilà. Et donc, effectivement, c'est plus... finalement, l'image de Philippe Égalité, elle est à la fois dénaturée par les courants les plus révolutionnaires, qu'on pourrait aujourd'hui qualifier les plus à gauche, si on peut dire, mais elle est aussi assez largement dénaturée, et peut-être plus encore, par les courants... légitimistes. Et c'est ça qui, effectivement, nous donne cette image réductrice et très largement fausse, en fait, du personnage. C'est un peu le traître des deux côtés, en fait. C'est ça. Il est entre deux chaises, si je puis dire. Exactement. On peut peut-être revenir un instant, d'ailleurs, sur sa famille. Les Orléans, c'est qui ? Pourquoi est-ce qu'ils sont si importants ? Ça remonte loin, hein ? Ça remonte loin, bien sûr. Puisqu'en fait, les Orléans, il faut savoir qu'il faut remonter à Louis XIII. C'est-à-dire qu'en fait... le frère de Louis XIII, Gaston d'Orléans, qui n'est pas de la même souche que les autres Orléans, mais est déjà un frère qui est frondeur à l'époque de Louis XIII. Et puis ensuite, après Louis XIII, vous avez, à l'époque de Louis XIV, monsieur, c'est-à-dire le frère de Louis XIV, Philippe d'Orléans, qui en fait est la racine, on peut dire, originelle de cette famille. Et le fils de Philippe d'Orléans, c'est le régent. Lorsque Louis XIV décède, eh bien, il y a une régence, et la régence est incarnée par le cousin. En fait, cette branche cadette, c'est la branche des cousins, d'accord, des Bourbons. Et Philippe Égalité n'est que le descendant, finalement, de ce régent. Et j'ai voulu absolument dans l'ouvrage, et c'est l'objet de mon premier chapitre, mettre l'accent sur cette identité de cadet de famille, et de montrer effectivement que cette tension entre les Bourbons branche aînée et les Bourbons branche cadette est une tension qui date finalement, qui remonte, on peut le dire, à la relative tension entre Louis XIV et son frère. Puisque Louis XIV était tout de même méfiant des velléités
éventuelle de son frère, velléité dynastique, mais surtout, elle remonte au régent, puisque, effectivement, lorsque le régent Philippe d'Orléans gouverne, il redonne, d'une certaine façon, du pouvoir au Parlement, il casse le testament de Louis XIV, et à partir de ce moment-là, si vous voulez, il y a une forme de méfiance qui s'est installée très nette entre cette branche aînée, les descendants de Louis XIV, Louis XV ensuite, effectivement, et cette branche cadette. Donc c'est une vieille histoire, en fait. Oui, c'est clair, ouais. J'allais dire, je l'ai supprimé de l'ouvrage. Il y avait une phrase où je disais que cette tension, aussi étonnant que ça puisse paraître, perdure aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui en France, de forme groupusculaire, hein, nous avons encore des tendances légitimistes et orléanistes. Il y a toujours cette tension avec un prétendant plutôt légitimiste, qui est d'ailleurs d'origine espagnole, et un prétendant qui ne prétend pas d'ailleurs, mais orléaniste. Et il y a toujours cette tension qui peut sembler complètement anachronique, mais elle existe toujours. Et elle remonte, en fait, à cette période-là. Le prétendant espagnol, justement, a parlé il n'y a pas longtemps. Hein. Oui, tout à fait. Il est en train de temps en temps. De pointer son nez. C'est assez, voilà. C'est assez curieux. Oui. Bon, on verra ce que ça donnera, évidemment. Quels sont les aspects les plus méconnus de ce personnage ? Parce que, finalement, encore une fois, on ne connaît que la caricature, le débauché, on reviendra. Hein, oui, c'est ça. Les aspects les plus méconnus. Alors moi, j'ai découvert une petite anecdote. J'avais, dans mes différentes recherches, j'ai eu l'occasion d'échanger avec un historien britannique, d'origine britannique, qui parle très bien français, qui s'appelle Gabriel Vick. Et puis, il a attiré mon attention sur un fait. Il me dit, oui, en Angleterre, on a toujours cette image de Philippe et l'égalité, alcoolique, très rouge de visage, etc. Et puis ça m'a interpellé parce que je ne l'avais quasiment pas vu par ailleurs, cet élément-là. Et puis j'ai cherché, puis effectivement, on a cette mention, on le surnomme, ses adversaires le surnomment le duc bourgeonné. C'est-à-dire qu'il a tellement bu qu'il a le visage qui est abîmé, qui est boursouflé, qui a, avec un certain de boutons rouges, effectivement. Donc il est peut-être beaucoup moins beau que sur cette couverture en réalité. Mais... donc ça, c'est vraiment de l'ordre de l'anecdote. Mais ensuite, ce qui m'a surpris le plus, sur le plan plus politique, c'est de voir que ce personnage a toujours été présenté comme un velléitaire, comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est vrai et c'est faux en même temps. Moi, j'ai le sentiment que c'est beaucoup plus quelqu'un de désabusé, quelqu'un de cynique et de désabusé, comme s'il était un peu revenu de tout. Et à quoi vous voyez ça ? C'est dans ses courriers ? Oui, mais c'est dans son attitude, c'est-à-dire dans ses comportements. Le fait qu'il il se fiche éperdument de ce qu'on peut dire de lui. C'est-à-dire qu'en fait, il sait très bien qu'il y a des moments où il est très très populaire, et il travaille un peu cette popularité. Au début de la Révolution. Voilà, au début de la Révolution. Mais même avant, au moment de l'affaire des parlements, en 1771, il est très populaire avec son père. C'est vrai que je la fais commencer avant 89, moi, c'est pour ça. Vous avez raison, vous êtes un véritable historien. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'effectivement, il y a tous les faits d'avant qu'on peut rentrer dedans, en fait. Oui, mais c'est ça. Et en réalité, donc, ce personnage, lorsqu'il se met à être critiqué, il va être critiqué très fortement, vraiment, et durablement, il s'en fiche, mais absolument éperdument. On va mettre en cause sa propre, naissance. On va dire qu'en fait, c'est un bâtard. En réalité, c'est vrai que la mère de Philippe Égalité est une princesse haute en couleur. Et Henriette de Bourbon-Conti, qui est connue pour ses frasques, etc. Et donc, très vite, on va mettre en doute sa naissance. Il serait un bâtard, etc. Et lorsqu'on lui dit, oui, vous seriez finalement le fils du comte de Melfort, il dit, non, mais c'est bien pire que ça. Je suis le fils de son cocher. Mais il prend ça à la rigolade. Ouais. Il s'en fiche éperdument. Et c'est quelque chose qui me laisse à penser que finalement, il y a pas mal de choses qui lui passent un peu au-dessus. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a tout de même des convictions. Son engagement dans la Révolution n'est pas tout à fait par hasard. Et on a eu tort, à mon sens, de dire jusqu'ici qu'il y avait une sorte de calcul dynastique et qu'il voulait la mort de son cousin simplement pour le remplacer. Oui, mais je ne crois pas. Et je crois qu'en fait, il y a quand même une réalité plus profonde
dans ses engagements. Je crois qu'il était effectivement très favorable à une monarchie, alors on ne va pas dire parlementaire, mais au moins une monarchie libérale, constitutionnelle, ce que tentera de mettre en œuvre finalement son fils lorsqu'il il parviendra au pouvoir en 1830. Ce qui est étonnant, c'est que Louis XVI aussi, en réalité, avait déjà des velléités, aurait bien voulu peut-être une monarchie parlementaire. Oui, alors oui et non. Je vais peut-être un peu loin, mais Oui, alors oui et non. Comme oui il aime et non. beaucoup l'Angleterre, il est très tout à fait, proche tout de à ses fait. idées, mais on lui a mis que des bâtons dans les roues. Oui, alors oui et non, parce qu'en fait, sur les trois frères, vous avez donc trois frères effectivement. Vous avez donc Louis XVI, vous avez son frère qui deviendra Louis XVIII, le comte de Provence, puis ensuite le comte d'Artois qui deviendra Charles X. Et Louis XVI est à la fois libéral sur certains aspects et ne souhaite pas, à la limite, dans la ligne directe de la position qui était celle de Louis XV, ne souhaite pas que les parlements aient davantage de pouvoir. Et il aura des positions très dures et d'opposition avec son cousin, donc Philippe Égalité, sur cette question des parlements. Et ça va se concrétiser vraiment en 1789, vraiment de manière tout à fait nette. Mais il y a d'autres points communs entre les cousins. Vous avez raison de souligner les points communs. Ouais, c'est étonnant. Il y a des points communs de caractère. En fait, Ah oui, il y a vraiment des points communs de caractère. Il y a une certaine faiblesse, on reproche une certaine faiblesse de caractère à Louis XVI qu'on peut reprocher à son cousin, Philippe Égalité, Louis-Philippe, Joseph d'Orléans. Il y a vraiment des points communs. Vraiment. Toute la famille, en fait. Oui, mais ils sont quand même pas tout à fait... Enfin, ils sont de la même famille. Oui, mais oui, c'est vrai. Vous avez vu le film qui vient de sortir, le début? Non, j'avais prévu d'y aller. Oui, moi pareil. Et puis, il se joue tellement peu, dans peu de salles. Vrai. Donc, en fait, il faudrait que je regarde là d'où je viens, en Alsace. Je pense qu'il est à l'affiche, peut-être dans un ou deux cinémas. Mais j'avais prévu de le voir. Mais comme vous parlez de cinéma, je me permets de rebondir. Philippe Égalité est un personnage qui apparaît parfois dans des films. Je ne sais pas s'il apparaît dans ce film Le Déluge, là, avec Canet, mais il apparaît dans certains films concernant soit la famille Marie-Antoinette, Louis XVI ou la Révolution française. Mais le meilleur film, il y a un film qui lui est consacré, c'est L'Anglaise et le Duc, de Romer, qui est un film qui est peut-être maintenant, les années passent vite, peut-être une vingtaine d'années, que j'avais vu au moment de sa sortie au cinéma, qui est un film absolument magnifique. D'accord. Et qui, à mon sens, est magnifique aussi parce que c'est l'acteur Dreyfus qui incarne Philippe Égalité et je trouve que c'est une représentation assez juste du personnage, de ce personnage dont je parlais tout à l'heure, que je juge, moi, très désabusé. Oui, je comprends. Voilà. Il fait les choses, mais en même temps, il n'y croit pas vraiment et finalement, peu importe, en fait. Intéressant. Je ne l'ai pas vu, donc il va falloir que je vous conseille. Jette un œil là-dessus. C'est un film très particulier parce que c'est des décors. Ah oui, Romer, en général, c'est des décors c'est des décors pas réels, en fait. Oui, c'est ça. Des images, des cartons, des gravures derrière, mais c'est superbe. Bon, d'accord, ok, je ferai l'effort, effectivement. Voilà. Il n'a pas eu de poids politique, en fait. Jamais. Non, il l'a toujours refusé, en fait. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'à plusieurs moments, prenons la période révolutionnaire, puisque c'est vraiment pendant cette période qu'il a la possibilité de s'affirmer politiquement. Il est élu le premier président de l'Assemblée constituante en 1789. Le lendemain, il démissionne. Et il est remplacé. On lui propose, on envisage, et Mirabeau, le comte de Mirabeau fait énormément d'efforts, en pure perte d'ailleurs, en ce sens. On ambitionne pour lui la lieutenance générale du royaume ou la régence à partir de 1790. En 1791, il publie une lettre dans laquelle il renonce absolument et à la lieutenance et à la régence. Et ensuite, il va lui-même renoncer, on ne lui demande pas, renoncer à toute visée sur le trône, sur la couronne. Il réédite ça en 92 et 93. Alors, ce qui ne va pas lui porter chance. Ce qui ne va pas lui porter chance. Il y a deux moments, en fait. On peut comprendre qu'en 92 et 93, il le fasse parce qu'il sent une forme de menace, y compris une menace physique. Physique, ouais. Mais en 89 et 90, c'est assez étonnant. Parce qu'effectivement, s'il y a bien une période, je le dis dans l'ouvrage, il y a effectivement un moment Orléans. Il y a bien un moment Orléans. Il y a un moment Orléans qui débute à peu près à partir de 87 avec l'Assemblée des notables où là, il commence à monter en popularité et qui va s'achever finalement après octobre 89. Et pendant ce moment,
le prince est extrêmement populaire et il monte et on le considère comme le roi de Paris, etc. Le palais royal est un anti-Versailles. Et à ce moment-là, s'il l'avait voulu, il aurait sans doute pu, je ne dis pas régner, mais devenir régent, par exemple. C'est tout à fait envisageable. Faire une révolution royaliste. Oui, mais ça ne s'est pas fait et c'est lui qui n'a pas voulu finalement. Ouais, c'est comme le comte de Chambord avec son drapeau. Oui, c'est parfois, il y a des choses curieuses quand même. Oui. Ça, c'est le moment de l'histoire. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer, comment est-ce qu'on peut expliquer le vote de la mort de son... Comment on peut l'expliquer ? Alors, on peut l'expliquer. Alors, pour la petite histoire, effectivement, il souhaite, lui, pouvoir ne pas assister. Il ne souhaite pas assister à ce vote. Il préfère se défiler. Et il fait en sorte, il dit voilà, je ne peux pas être jugé parti. Donc, et il a des députés d'ailleurs à l'Assemblée qui défendent sa cause. Ils disent c'est pas possible. Le duc d'Orléans est le cousin du roi. Donc il ne peut pas voter. Il peut pas voter parce qu'il va certainement voter contre la mort ou contre la condamnation. Il ne peut pas être jugé parti. Puis ça ne marche pas. Non, on le force, on l'oblige à se déterminer. Et jusqu'à la veille, il promet à sa favorite ou son ex-maîtresse de l'époque, une Anglaise. Pour ça, la fameuse. D'accord. Et à Grace Elliott, il s'appelle, il promet, parce qu'elle est très très attachée à la monarchie d'Ancien Régime, qu'il ne votera pas la mort de son cousin. Et il le promet aussi à son fils, qui deviendra le roi des Français en 1830. Et pourtant, le jour du vote, il vote la mort de son cousin. Et il la vote. Certains m'ont dit il a eu peur. C'est un homme peureux. Les tricoteuses, Oui, c'est ça. Ouais. Je ne crois pas que ce soit un homme peureux pour lui-même. Ni lui ni son père n'étaient des hommes. D'ailleurs, il a montré lorsqu'il a été exécuté. Il a eu un grand courage, etc. Comme Louis XVI. Voilà, il avait un courage physique. Mais par contre, il était peureux pour sa famille. Il était inquiet pour sa famille, pour son fils et pour sa fille également. Et donc, il ne souhaitait pas que le fait d'autant plus qu'il y avait une vraie menace sur l'ensemble de la famille, d'arrestation et puis ensuite éventuellement, ce qui s'est passé d'ailleurs, l'ensemble de la famille a été ou exilé ou arrêté. Donc, il avait peur pour sa famille. Et puis ensuite, il y a une autre raison. Quand on lit sa déclaration, il n'est pas obligé de faire une déclaration comme il l'a fait. Il prend les faits. Et alors, je n'ai pas de mémoire, je ne pourrais pas vous citer exactement ce qu'il a dit. Et puis, il faut le lire dans le livre. Ouais, il faut le lire, c'était absolument exact dans le livre. et il dit en gros, en 2 phrases, il dit voilà, il y a atteinte à la souveraineté de la nation, et c'est un fait. Si on s'en tient aux critères strictement juridiques, ouais. et c'est ce qu'ont fait les révolutionnaires. Oui, c'est les vrai. Les révolutionnaires étaient des avocats, etc. Absolument. Ils étaient très, ce qu'on oublie, c'était très logique, en fait. Hein. Si on s'en tient aux critères juridiques, en effet, il y a trahison. En effet, il y a trahison. Il y a trahison de Marie-Antoinette et il y a trahison de Louis XVI. Alors, on peut le regretter, on peut regretter qu'ils aient été condamnés à mort, on peut regretter tout ce qu'on veut, mais les faits font qu'il y a trahison. Et lui, il s'en tient à ça. Il dit, voilà, je ne peux voter autre chose que la mort. Et je pense que ce n'est pas seulement l'argument de la peur, il y a une forme de sincérité dans son choix. Ensuite, la petite histoire, encore faudrait-il qu'elle soit vérifiable, nous raconte qu'il a très mal vécu, et l'Anglaise, dans ses mémoires, nous raconte qu'il était absolument effondré d'avoir voté la mort de son cousin, ce qu'on peut tout à fait croire. Mais l'argument de dire qu'il l'a fait pour éviter lui-même sa propre condamnation est un argument souvent qui vient des légitimistes et qui ne tient pas la route, à mon avis, parce qu'il a montré dans toute sa vie et jusqu'à la fin un grand courage physique. C'est ce qui est difficile d'ailleurs en général avec ce personnage, c'est que d'un côté comme de l'autre, on est assez peu honnête. Et c'est pour ça que j'ai aussi adoré votre bouquin, c'est que votre livre, parce que vous êtes très honnête justement. Il y a cette honnêteté scientifique. C'est rare. En tout cas, à mon sens, c'est le travail de l'historien. Le travail de l'historien, c'est de prendre les faits tels qu'ils sont. Pardon ? Ils ne sont pas tous comme ça, c'est pour ça que je me permets de le dire. Mais même si je pense par ailleurs, et ce serait trop long à expliquer, que l'histoire est toujours une interprétation des faits, des dates, des chiffres, etc., et y compris des courriers, qui nous apparaissent parfois comme des preuves intangibles, mais il faudrait voir dans quelles conditions, pourquoi, avec quel sous-entendu les choses sont écrites, mais peu importe. Mais effectivement, j'ai essayé d'être le plus juste possible et de ne pas tomber dans le travers qui a été longtemps le travers des historiens ou
assimilés historiens, notamment du 19e siècle, mais même jusqu'à la moitié du 20e siècle, où on avait une lecture très politisée des personnages, Ouais. et où en fait, il y a tout un courant d'historiens, entre guillemets, monarchistes, légitimistes, qui a écrit des ouvrages absolument abominables concernant Philippe Égalité. Il y en a encore eu d'ailleurs, de mémoire, à la fin des années 80. Et à l'inverse, vous avez des ouvrages qui paraissent par exemple en 1830 ou un peu avant ou un peu après, au moment où le fils Ce que j'allais dire. devient est souverain et roi des Français, où là, comme par hasard, on a des ouvrages qui réhabilitent en quelque sorte, qui évoquent Louis-Philippe Joseph d'Orléans, Philippe Égalité, en le présentant comme quelqu'un à la fois de très fin politiquement et pas du tout le monstre, parce qu'on a utilisé ce terme, le Ah oui. monstre qu'il a. Ah oui, oui, il y a vraiment tous les qualificatifs ont été utilisés concernant ce souverain. Ouais, c'est terrible. Ils se sont assez Enfin, peu pardon, pas ce connus. souverain, Oui, enfin oui, ce oui, oui, prince. Oui. c'est d'ailleurs un lapsus assez révélateur quand même. Mais ils se sont assez peu connus, le père et le fils, le futur roi. Qu'est-ce qu'il y a de Philippe Égalité dans le roi des Français? Et c'est peut-être pas neutre qui s'appelle comme ça, justement. Alors, il y a certainement, il y a comment dire, les idées. Les idées politiques sont là. Donc il a beaucoup écrit. Ah non, mais franchement, Louis-Philippe, roi des Français, est quelqu'un qui est un homme alors c'est son slogan, le juste milieu, qui est partisan d'une monarchie libérale, qui est très impressionné par le modèle anglais et qui est libéral aussi sur le plan d'ailleurs économique, et qui a des conceptions de politique étrangère qui sont en rupture totale avec l'ancienne politique, je dirais, d'ancien régime où la France était alliée avec l'Autriche ou l'Espagne, ce qui a toujours été la ligne des Bourbons. Pas du tout. Et ça, c'est l'apprentissage de son père. Son père a élevé ses enfants, donc Louis-Philippe, le roi des Français, mais aussi ensuite ses deux autres frères, et sa fille qui deviendra Adélaïde, la sœur donc de Louis-Philippe d'Orléans, qui est encore plus républicaine que lui d'ailleurs. Il les a vraiment élevés dans les lectures des philosophes, la liberté, les idéaux de liberté, un certain libéralisme, le principe d'égalité. C'est pas tout à fait par hasard on lui demande de choisir un nouveau nom, puisque tous les titres princiers et les noms qui évoquent des familles princières doivent disparaître. On lui propose plusieurs choses. Il finit par s'en remettre à Philippe Égalité, à ce nom Philippe Égalité. C'est pas tout à fait par hasard. Bien sûr. Même s'il est farouchement attaché à la liberté, et que moi, du coup, j'ai plutôt tendance à l'appeler Philippe Liberté que Philippe Égalité, il n'empêche que l'égalité est un principe important aussi chez lui. Et ça, il le transmet à ses enfants. Toute leur éducation est une éducation aussi politique. Par contre, le caractère est très différent. Et autant Philippe Égalité est un personnage, je l'ai dit, désabusé, qui a du mal à tenir dans la continuité, dans la durée, ses choix, autant son fils, au contraire, va être absolument résolu et dès cette période, 1792-93, va patiemment agir dans l'espoir qu'un jour, les Bourbons aînés, Bien sûr. disparaissant, eh bien, lui arrive au pouvoir et il va y arriver. En 1830, effectivement, les Orléans règnent sur le pays. Et lui a une vraie force de caractère. C'est un personnage qui sait s'adapter. En fait, dans la famille des Orléans, dans finalement cette longue dynastie qui commence, on peut le dire, avec monsieur frère de Louis XIV, il y a deux personnages politiques vraiment qui réussissent. C'est le régent et c'est Louis-Philippe Ier. Mais Philippe Égalité se situe finalement entre les deux et n'ose pas franchir le pas. Il aurait pu le franchir, je l'ai dit tout à l'heure. Il aurait pu le faire. Le SI, moi j'aime bien. Ah oui, le SI, ça change tout. Peut être assez, je suis assez d'accord. Il a des correspondances avec Chauderlot de Laclos. Ah oui. Dans sa vie, forcément. Il a plus que des correspondances, parce qu'il faut savoir que Chauderlot de Laclos devient, entre guillemets, son secrétaire. Donc, Chauderlot de Laclos, comme d'autres, comme Brissot par exemple, ou d'autres, y compris en Angleterre, y compris en Belgique, sont des
des farouches partisans de la branche Orléans. Et ce sont eux qui composent cette faction d'Orléans, parce qu'on va beaucoup critiquer, notamment les légitimistes, vont dire il y a un complot, la Révolution française, c'est un complot orléaniste. Il y a une faction d'Orléans. Mais en fait, ce qui est tout à fait paradoxal, s'il y a bien eu, et je pense qu'il y a eu une faction d'Orléans, Louis-Philippe Joseph d'Orléans n'en faisait pas partie. Il laissait faire, sans doute, il était informé, sans doute, mais ça l'indifférait. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y prenait pas part. On a dit qu'au début de la Révolution, en 89, effectivement, des sommes d'argent ont circulé, qu'on payait, en fait, que les agents du duc d'Orléans payaient les manifestants, payaient les révolutionnaires, etc. Et effectivement, on a retrouvé des sommes. Mais est-ce que c'était Louis-Philippe Joseph qui finançait en le sachant, ou est-ce que c'était ses partisans, par exemple Choderlos de Laclos, qui en fait finançaient sans en informer? C'est pas la même chose. Oui, bien sûr. Mais il le savait et il laissait faire. Mais sur les dos de Laclos, effectivement, n'est pas que l'odeur des liaisons dangereuses, il est aussi un activiste politique très influent. Mais il a fait partie des personnages, à votre avis, d'un des personnages dans les liaisons dangereuses ou Ah non. Non, mais il n'a pas servi de modèle. Non, non, mais vous voyez où je veux vous amener. Oui, tout à fait. Non, mais attention, prenons le contexte de l'époque. Ouais. Le libertinage n'est pas du tout le propre du duc d'Orléans. Contrairement à ce qu'on raconte. Oui et non, parce que oui, mais en même temps, vous avez pendant cette période. Alors, on pourrait revenir sur le libertinage, d'ailleurs, qui n'est pas que sexuel. Non, dans libertinage, il y a liberté. Il y a liberté. C'est pour ça que je dis sur tous les sujets, je comprends le duc d'Orléans est un partisan farouche, on peut dire, pour le coup, de la liberté. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, et il est aussi le résultat de son époque. Et à son époque, les petits soupers ou dans la petite maison, on appelait ça comme ça. C'est-à-dire, en fait, les garçonnières. Les garçonnières, quand même, très oui. c'est une garçonnière des hôtels Régence. Prince du sang. Voilà, un prince du sang. Oui. Était comment dire, chose courante. Et effectivement, il a été un libertin absolu, ce qui a d'ailleurs pas mal dégradé la santé, puisqu'il faut savoir quand même ce qui est fou. Quand j'ai étudié, je fais une petite parenthèse, mais bon, on va retomber sur nos pieds, je vous promets. À l'Institut de France, j'ai étudié la bibliothèque de Philippe Égalité. J'ai regardé ce qui est resté dans sa bibliothèque, ce qu'on a retrouvé à la fin, après sa mort, etc. Et il y avait des ouvrages qui concernaient les maladies sexuellement transmissibles. Et il assistait aux expériences d'un scientifique de l'époque qui s'appelait Guibert de Préval, qui faisait des expériences justement pour soigner les gens qui attrapaient telle maladie vénérienne, etc. C'est pas par hasard. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon. Et donc, mais il faut savoir que son aïeul, vous le savez, il y a d'ailleurs un magnifique film avec Noiret, etc., que la fête commence, où il incarne le régent, donc son aïeul. Entre guillemets, les orgies du régent étaient connues. Et il est dans cette tradition-là. Mais il n'est pas le seul. On ne peut pas le réduire à ça. Bien entendu, ouais, ça, je suis d'accord. Mais effectivement, ensuite, si vous voulez, là aussi, on est dans la lecture légitimiste qui est faite. Les pires adversaires du duc d'Orléans sont les légitimistes. Ce ne sont pas les jacobins, etc. D'ailleurs, il était jacobin. Oui, c'est vrai. Oui, exact. Donc, ce qui est intéressant quand on lit l'ouvrage, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, la Révolution, c'est pas tout blanc, tout noir, un clan, un autre clan, un camp, un autre camp. C'est des dizaines et des dizaines de faisceaux en fait qui viennent dans tous les sens. C'est vraiment pas simple. Ah non, c'est pas simple. Et je peux vous dire mais c'est ça qui est intéressant. C'est fascinant. Et je peux vous en plus, c'est extrêmement compliqué parce que ça, on le sait, c'est quasi un lieu commun. C'est la politique à l'état pur, parce qu'on est dans des partis, dans des factions, dans une période d'instabilité extrême, bien pire que celle qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Et donc, Dieu merci. Oui. Pas encore, peut-être. On verra. Mais non, je ne crois pas. Mais bon, en tous les cas, et donc chacun essaye de voir non seulement quel est son intérêt, mais quelle est la voie l'échappatoire pour éviter le pire. Comment on peut s'en sortir puisque le pire est à craindre. Et dans cette période révolutionnaire, oui, il y a de multiples partis, il y a de multiples intérêts, mais il y a, et d'ailleurs je termine sur ce point dans mon ouvrage, je suis convaincu, un grand penseur, un philosophe conservateur pour le moins,
Joseph de Maistre l'a très bien dit, et je le cite, c'est en fait la révolution va d'elle-même. C'est un torrent, en fait, qui va de lui-même et qui roule les individus les uns après les autres. Et Philippe Égalité va être un de ces cailloux roulés par la Révolution, comme Robespierre, comme Danton, comme Louis XVI. C'est-à-dire que cette force-là, elle va par elle-même. Il y a des moments dans l'histoire où les événements décident, et non pas les hommes. Ouais, les événements mangent leurs enfants. Exactement. Ouais. Et à un moment donné, alors ça va durer, le torrent va durer quelques années, presque 10 ans, et puis à un moment donné, vous allez à un personnage d'une dimension, entre guillemets, supérieure, qui sera Bonaparte, qui va à un moment donné mettre fin à... Et qui terminera la Révolution. Voilà, c'est ça. Bien entendu. Mais en effet, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que juger ou écrire sur cette période demande... il faut éviter l'anachronisme, il faut beaucoup de modération et j'allais dire de sens politique, mais en tous les cas, il faut considérer qu'il y a les hommes qui sont ce qu'ils sont dans des événements qui sont parfois très complexes à saisir, en fait. Quel type d'archives vous êtes allé voir Alors c'est très simple. D'abord, les archives nationales, parce que c'est aux archives nationales qu'on a l'essentiel des correspondances, par exemple, au sein de la famille Bourbon, et puis donc de la famille d'Orléans. Donc il y a toute cette masse-là, que j'avais déjà pas mal, je dirais, épluché quand j'ai travaillé sur le sujet de Marie-Amélie. Et puis ensuite, les archives de l'Institut de France, où là, effectivement, on a des courriers très intéressants entre Philippe Égalité, surtout pour la période qui va de 91 à la mort, à 93. Surtout cette période-là, on a des courriers intéressants entre lui et ses enfants. Oui. Des courriers très intéressants dans lesquels il dit écrit à ses enfants, attention, les courriers sont surveillés. Ce qui est vrai. Hein. Il sait que les lettres sont lues. Et c'est intéressant ça, parce que ça veut dire que lorsqu'il écrit, il sait que les courriers sont lus. Ça veut dire que est-ce qu'on écrit absolument ce qu'on a envie d'écrire ? C'est pas neutre, bien sûr. Donc il écrit quand même à ses enfants, attention, n'écrivez pas. Et il a le souci de ses enfants. Il souhaite absolument rejoindre l'armée du Nord, là où commande aussi son fils. Le général Égalité, c'est le futur roi des Français. Hein. Ouais, c'est ça. Il participe à Valmy, il participe à la bataille de Jemmapes, etc. C'est un général révolutionnaire. Et lui, Philippe Égalité, souhaite les rejoindre. Ça n'est pas possible. Et puis ensuite, l'histoire s'accélère. Il vote la mort de son cousin et puis lui-même est ensuite arrêté. Et guillotiné. Mais pas tout de suite, évidemment. Pas tout de suite. Ce qui est bien, c'est que vous cassez pas mal de codes, hein, je le disais au départ. Je vais vous donner 5 idées reçues. Alors, il y en a quelques-unes dont on a déjà parlé, mais vous allez revenir. Je vous laisse y répondre. Philippe Égalité est un traître opportuniste. Ah oui, non. Mais ça, là aussi... Alors, un traître, qu'est-ce que ça veut dire un traître ? Ça suppose qu'il a trahi. Qu'est-ce qu'il a trahi ? Est-ce qu'il a trahi les intérêts du pays ? Non. Alors, il a trahi quoi ? Sa famille. Il a trahi sa famille. Ouais. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un argument, effectivement, qui émane de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce courant légitimiste qui a été très fort au XIXe siècle, pendant la Restauration, mais encore ensuite, y compris jusqu'à la fin du XIXe siècle, avec encore quelques petits retours au début du XXe. Opportuniste parce qu'il aurait saisi le moment. Mais en fait, non, il n'a pas saisi le moment. Puisqu'il n'est pas allé au bout, il n'a pas voulu régner. On est d'accord. Deuxième idée reçue, c'est un personnage entièrement corrompu et débauché. On l'a entendu récemment sur RTL. Hein. Ah, d'accord, très bien. Alors, débauché, par un ancien comédien qui est devenu historien. Ah, très bien, oui, très bien. Alors, débauché, d'abord, c'est un jugement moral. Ça veut rien dire, bien sûr. C'est un jugement moral. Donc là, moi, je considère que voilà, la morale, c'est une affaire individuelle globalement, sauf si c'est autre chose. Surtout on parle bien de la morale d'ordre privé. Bien entendu. Voilà, moi, je pense qu'il y a une morale publique qui est importante. Un homme politique doit avoir une morale, pas taper dans la caisse. Ça, ok. Ouais. Voilà. Ah, voilà, il y a du boulot. La débauche, c'est encore autre chose. Bon, on a eu des grands gouvernants. Le monde a eu des grands gouvernants depuis l'Antiquité qui étaient de grands débauchés, mais qui étaient des vrais politiques et qui gouvernaient bien, et y compris dont la population a bénéficié de la politique. On parlait ça de ne veut rien 14. dire. Voilà. Vous m'avez dit quoi, débauché avant ? Qu'est-ce que c'est quoi, corrompu, oui, c'est ça. Corrompu, oui. Pourquoi ? Parce qu'on met l'accent sur la fortune des Orléans. Ouais. En effet, le duc d'Orléans, la famille d'Orléans est extrêmement riche. C'est même une famille qui est la plus riche. À un moment donné, ils sont même plus riches que la famille royale. C'est un beau mariage.
Louis-Philippe Joseph d'Orléans épouse mademoiselle de Penthièvre, qui est une très grande fortune, duc de Penthièvre, etc. Donc on additionne la fortune des Orléans à celle des Penthièvre, ça devient une très très grande fortune. Cette très grande fortune, il va la dilapider petit à petit. On a dit qu'il l'a dilapidée parce qu'il avait financé la Révolution. Non, il l'a dilapidée tout simplement parce qu'il y a eu des dépenses énormes pour ses plaisirs, notamment, mais pas que. Par des investissements immobiliers, tout le travail qu'a été fait au Palais Royal, qui n'a pas toujours été rentable tout de suite, même au contraire, qui l'a endetté lourdement. Et puis ensuite par des placements financiers en Angleterre qui n'ont pas toujours été heureux, etc. Mais c'est aussi une tradition familiale chez les Orléans d'avoir dilapidé une immense fortune. Je suis d'accord. Troisième idée reçue, Philippe Égalité était le grand orchestrateur de la Révolution. Ça aussi, on l'entend pas mal. Ah oui, mais ça là aussi, là, j'ai l'impression que vous allez me citer que des éléments qui viennent de l'historiographie légitimiste, mais c'est normal, c'est celle qui a fait le plus de mal. Ouais. Oui, le grand orchestre de la Révolution, parce qu'effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, on estime que c'est l'argent de Philippe Égalité qui a financé la Révolution et les débuts de la Révolution. On raconte même, et là ça a été l'objet d'un procès important, la procédure du Châtelet, on raconte même que les événements du 5 et 6 octobre 1789, où la foule parisienne marche sur Versailles et envahit le château, que le duc d'Orléans avait non seulement financé, mais il était présent. On a des témoins qui ont même reconnu dans le grand escalier en montrant la chambre de la reine du doigt pour dire que c'est là, etc. Et donc on a des témoignages d'époque qui, à l'examen, s'avèrent absolument contradictoires, avec des confusions sur les horaires, puisqu'en effet, le duc d'Orléans se présente bien à Versailles, mais se présente à Versailles le lendemain matin, au matin du 6, très, très tardivement. Et donc, il est bien présent lorsque Marie-Antoinette va sur le balcon, mais tout ça, on est après les événements de la nuit. Et on va l'accuser de cela. Il y aura un procès. Il y aura un procès, procédure du Châtelet, dont il sortira finalement lavé, mais qui a fait beaucoup de tort parce qu'effectivement, l'historiographie légitimiste va utiliser cette argumentation, ces arguments très, très longtemps. Quatrième, le vote pour la mort de Louis XVI a été décisif. Sans son vote, Louis XVI aurait été tué. Alors c'est de la simple comptabilité, ça c'est faux. Mais... Oui, mais on l'entend, je l'ai entendu. On l'entend, mais là aussi, oui, il a été voté à une voix de Ouais. majorité, mais en fait non. Non. Il y a eu 721 votants et 387 ont voté la mort, ce qui fait 27 pour la mort. Alors, on va distinguer la mort. Plusieurs votes différents. En fait. Voilà, c'est ça, exactement. La mort directe ou différée. Exact. Voilà. Donc on joue sur une subtilité mathématique pour facilement accuser, sans le duc d'Orléans, le brave Louis XVI était sauvé. Était sauvé. Mais non, ça fait partie aussi de la légende. Nous sommes d'accord. Et pour finir, c'est un prince sans conviction manipulé par les événements. Alors, sans conviction, non. Ça, c'est pas possible. Sans conviction, c'est quelqu'un qui, au contraire, a des fortes convictions. Mais c'est pas des convictions qui plaisent à tout le monde, je vous l'ai dit. C'est des convictions libérales. Il est partisan d'une monarchie dans laquelle les parlements ont voix au chapitre. C'est une tradition dans la famille depuis longtemps, depuis son aïeul le régent, qui a redonné du pouvoir au Parlement. Louis XV s'est battu absolument contre ce pouvoir des parlements. En 1755-56, il y avait déjà des tensions très fortes entre les parlementaires et la cour. En 1766, avec l'édit de flagellation, Louis XV a absolument mis au pas les parlements. En 1771, et là intervient vraiment Philippe Égalité et son père, ils interviennent effectivement parce que comme premier prince du sang, ils représentent, c'est eux qui sont en quelque sorte les porte-paroles des grands du royaume. Donc ils représentent ces grands du royaume et ils soutiennent les parlementaires. Et il y a à la fois à nouveau une réaction très très dure de Louis XV qui va jusqu'à signer des lettres de cachet et en pleine nuit on va arrêter les parlementaires qui s'opposent au roi et donc il y a une vraie tradition je dirais parlementaire, libérale de Philippe d'Égalité, donc il a des convictions. Ensuite l'opportunisme, non, pas tant que ça, puisqu'en fait, effectivement, au contraire, il ne saisit pas les événements. Il aurait dû les saisir, il aurait pu les saisir. Il aurait pu les saisir, effectivement. Voilà. Ce qui est génial, c'est que vous ne le réhabilitez pas, en fait, vous dites la vérité, et ça, c'est bien. Oui, parce que alors, je disais tout à l'heure à mon attaché de presse,
qui m'accompagne aujourd'hui, que c'est pourtant un personnage que j'ai pas... souvent, les gens qui écrivent sur un personnage finissent par l'aimer. Par l'aimer. Ouais. C'est pas un personnage pour lequel j'aurais une affection particulière. Je trouve qu'il y a effectivement des aspects de sa personnalité qui sont non pas problématiques, mais qui ne me correspondent pas. Donc je ne vais pas me retrouver dans ce personnage. Mais je pense qu'il ne faut pas être injuste avec ce personnage et lui faire porter des choses, des responsabilités, des crimes qu'il n'a pas commis et qu'il n'avait pas même l'intention de commettre. C'est quelqu'un qui, en fait, avait besoin de reconnaissance. Et qu'il a été victime, comme ses aïeuls, d'une forme de multitude de petites vexations de la part de la famille aînée, de la branche aînée, qui se méfiait des Orléans et qui aimait de temps en temps leur mettre quelques petites piques. Et lui, il aurait aimé simplement avoir une reconnaissance, devenir par exemple exister, amiral de France, ce qu'il a souhaité être, pour avoir exister, être reconnu. Et à chaque fois d'ailleurs qu'il a eu cette forme de reconnaissance de la part de son cousin, ça lui allait très bien. Je crois qu'il n'en demandait pas tant, même s'il soutenait effectivement les positions libérales et qu'il a soutenu des positions révolutionnaires parce qu'elles lui semblaient aller dans le bon sens. Mais pas par méchanceté et pas par volonté de vengeance, qu'on a pu le dire, contre la famille royale. Mais c'est ça qu'il fallait dire et c'était important de le dire. C'est un livre qu'il faut absolument posséder. Raphaël Dargent, vous êtes formidable. Écoutez, j'en étais sûr, mais maintenant je le sais vraiment. Non, je vais lui rougir. Non, c'est super. Et votre livre est formidable, vraiment. Philippe Égalité, Le Prince de la Révolution chez Talandier. Il faut avoir ce livre pour comprendre un peu plus encore la Révolution. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci.